Chers internautes d'ici et d'ailleurs, bonjour. Merci de rester fidèle à votre émission ADN. Votre émission, le format du web, revient. Il revient avec un invité de marque, mais il revient sans changer grand-chose, à savoir nos deux rubriques questions directes et face caméra. Alors, je vous disais, notre invité n'est autre qu'un portraitiste hors pair, à travers sa plume, mais aussi son objectif. Il nous capte des visages et à travers ces visages, on peut lire, on va dire peut-être, le poids, on va dire, de la vie. Il est aussi, on va dire, consultant en communication, Mamoudou Lamine Kane. Bonjour. Bonjour Thierno Diallo. Mamoudou Lamine Kane, vous êtes à la base journaliste, aujourd'hui consultant en communication. Comment se porte la presse mauritanienne de façon générale? La presse mauritanienne se porte comme elle s'est portée il y a une dizaine d'années, avec ses problèmes matériels, ses problèmes de parution, et ses problèmes de ressources humaines. Beaucoup de problèmes liés à la qualité et à la quantité des ressources humaines. Mais néanmoins, malgré ce constat négatif, je demeure optimiste avec l'émergence d'une jeune génération de journalistes qui ont envie de montrer le pays autrement et qui ont envie de décliner l'avenir de ce pays autrement. Là. Bien, décliner l'avenir de ce pays autrement, la presse se porte plutôt mal si vous dites qu'elle est, en tout cas, qu'elle est comme elle était il y a 10 ans, même s'il y a des, on va dire, faisceaux d'espoir et d'espérance. Il n'en demeure pas moins qu'il y a eu ce qu'on appelait, en tout cas juridiquement, on a mis fin au délit de presse, en tout cas au niveau de l'emprisonnement. Il y a une haute autorité de la presse et de l'audiovisuel, une pluralité, on va dire, de journaux aussi bien écrits, la presse télévisuelle ou bien les radios. Est-ce qu'aujourd'hui, cette pluralité démocratique traduit une certaine forme de liberté d'expression ou c'est l'arbre qui cache la forêt? C'est la deuxième voie que vous venez de dire. C'est l'arbre qui résolument cache la forêt pour une raison très simple. Quand, par exemple, vous évoquiez l'apparition de la APA, la Haute Autorité de Presse et de l'Audiovisuel, quand les ondes ont été libéralisées en 2011, on a ouvert le marché de la radio et de la télé notamment aux candidatures sérieuses. C'est comme ça que ça a été présenté à l'époque. Déjà à l'époque, on soulignait le fait que les candidatures qui avaient été retenues étaient des candidatures d'hommes d'affaires proches du pouvoir, et on mettait en cause l'incapacité de ces structures-là à fonder des entreprises de télévision notamment viables sur un modèle économique en réalité qu'ils ne pouvaient pas présenter. 7 ans après, l'histoire nous donne raison. La plupart de ces télés, certaines ont été fermées pour défaut de paiement de contribution à la APA, et d'autres vivotent plus que réellement elles ne vivent. Quant aux autres médias, on a plus de 1000 autorisations de presse à paraître, c'est comme pour les associations, mais ce sont des autorisations de paraître qui sont inexistantes en réalité, et ce qui m'amène à dire que la pluralité que vous évoquez n'est qu'une pluralité de façade. En réalité, en réunissant l'arabophonie et la francophonie des médias mauritaniens, on n'a pas plus de 6 médias sérieux dans le pays, à mon sens en tout cas. Alors, plus de 6 médias sérieux, malgré, on va dire, la prolifération des médias, c'est une sentence plus ou moins sévère. Est-ce cela qui a fait que vous avez un peu, on va dire, déménagé ou même une petite parenthèse de votre carrière de journaliste? Oui, j'ai commencé le journalisme en Mauritanie en 2006 jusqu'en 2012 où je ne faisais que ça pendant 6 ans. Et pendant ces 6 années, j'ai travaillé avec absolument tous les médias francophones mauritaniens, absolument tous. Certains pendant des périodes plus longues que d'autres. Et en étant derrière le rideau des médias mauritaniens, j'ai compris que les problèmes qu'ils posent régulièrement publiquement, on n'a pas d'argent ou on ne nous aide pas, j'ai toujours trouvé curieux que des médias qui se disent indépendants quémandent de l'argent à l'État au lieu de chercher à créer un modèle économique viable. Et j'ai compris qu'en réalité, très peu d'entre eux ont le souhait de créer une structure d'entreprise médiatique viable. Donc, n'étant pas du genre à me satisfaire de l'à peu près, je suis passé à autre chose.
Bien, vous êtes passé à autre chose comme vous l'avez résumé. Alors, vous êtes passé à autre chose, mais pas loin, on va dire, du journalisme parce que vous étiez journaliste photographe et vous êtes resté photographe, on va dire documentariste. Donc, que ce soit Salwa la Douce, Mortar l'Éprouvé ou Tfeila l'Espiègle, c'est ce que vous avez en tout cas dénommé sur votre blog, d'où vous vient cette passion de la photo et comment vous captez et vous cherchez vos sujets? D'abord, j'ai la chance de faire aujourd'hui, depuis 2012, un métier qui me permet de rencontrer la Mauritanie dans sa diversité la plus intense et dans ses prismes sociaux les plus divers, des plus riches aux plus pauvres de toutes les communautés, à travers mon boulot de consultant en communication et en développement humanitaire. Et ça me donne l'occasion, au fil de mes pérégrinations professionnelles, de rencontrer des gens. Et c'est pour ça que je demeure positif pour ce pays malgré tout. Je me suis rendu compte ces 6 dernières années que le peuple mauritanien dans sa diversité est réellement, et là je ne le dis pas, Par optimisme, par optimisme béant, vraiment, les Mauritaniens sont des gens généreux et simples. Et toutes les problématiques qu'on peut soulever sur les problématiques de vivre ensemble qui existent, mais qui ont été politisées à mon sens, je ne les ai pas vues, en tout cas pas à ce point-là comme dans le monde urbain, dans le monde rural. Et du coup, les photos dont vous parlez, c'est des gens que je vois dans leur quotidien joyeux et il me suffisait de les regarder et de les photographier pour capter cela. Étant persuadé, encore une fois, qu'un pays, c'est d'abord ces gens-là. Bien. Un pays, ce sont ces gens-là. Sur votre blog, sur votre page officielle, vous avez dit qu'il y en a un qui vous a particulièrement marqué. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement, même si on sait qu'il y a un documentaire qui va sortir, donc pas tout, mais rapidement peut-être sur cette personne qui vous a marqué, peut-être qui va marquer toute votre vie? C'est un vieil homme, j'aime pas beaucoup ce terme, il est très galvaudé aujourd'hui, mais c'est un monsieur d'un certain âge, on va dire. D'une grande expérience du monde et de la vie, oui. Et qui était avec nous, avec un groupe de collègues, dans le cadre d'une expérience de plaidoyer et de sensibilisation assez spéciale. On voulait sensibiliser les communautés à porter leur propre plaidoyer de santé, d'éducation ou d'accès à l'eau par elles-mêmes, en connaissant leurs droits et en les incitant surtout à connaître leurs propres valeurs individuelles. Et l'exercice par lequel on est passé, c'était de demander à chacun des hommes, des femmes et des jeunes qu'on avait réunis dans ces 3 groupes d'un village qui s'appelle Moftar El Khair, à quelques kilomètres de Bogué. La porte de l'espoir ou du succès, Moftar El Khair. La clé du succès, voilà. La clé du succès, exactement. Moftar El Khair. Et dans le groupe des hommes d'une douzaine d'individus, il y avait ce vieux monsieur qui était dans son coin, qui ne voulait pas parler quand son tour est arrivé, où on demandait en fait rapidement de dire un poème en 3 ou 4 vers sur la valeur du métier pratiqué. Et lui, il n'a pas pu, il a commencé à pleurer. Il a commencé à pleurer, une de mes collègues l'a pris, l'a emmené dehors et moi je l'ai rejoint. Et là, il a commencé à me parler de l'esclavagisme que ses parents ont subi, que lui a subi, comment il a perdu ses enfants et que depuis ce moment-là, dans les années 90, chaque minute de son esprit, de sa mémoire, de ses souvenirs sont tournés vers ces 2 enfants qu'il a perdus. Il ne sait pas où ils sont passés, ils ont disparu du jour au lendemain et qu'il recherche toujours. Et quand cette pensée lui arrive, il pleure. Du coup, il me disait qu'il pleurait peut-être 30 ou 32 fois par jour. Et connaissant, pour quelqu'un qui connaît la discrétion qui sont dans nos cultures, toutes communautés confondues, voir un homme de cet âge ému aux larmes, j'avais jamais vu ça personnellement. Il y a de quoi marquer toute une histoire, en tout cas, c'est vrai, voir une personne d'un certain âge pleurer devant des gens qui peuvent être ses petits-enfants ou autres, peut déstabiliser. Mais toujours dans ce plaidoyer pour peut-être dénoncer l'esclavage, et dans votre plaidoyer que vous venez de présenter, il arrive aussi que votre réflexe de journaliste revienne parce que dans vos séjours à l'intérieur du pays, je crois que vous avez une très grande passion, c'est l'accès à l'éducation et à la santé, mais surtout à l'éducation. Et très souvent, vous
pointer du doigt en tout cas la situation de l'éducation. Comment se porte pour vous l'éducation mauritanienne, surtout à l'intérieur de la Mauritanie, parce qu'il n'y a pas que Nouakchott, Nouadhibou qui sont les grandes villes de Mauritanie? Aujourd'hui, globalement, il n'y a pas d'éducation publique mauritanienne. C'est vraiment pas être extrêmement critique de dire ça, c'est purement la réalité. Que ce soit en zone urbaine, où les écoles publiques sont délaissées aux plus pauvres et où les instituteurs ne viennent pas enseigner. Du coup, toute la journée, les enfants déambulent, en meute, comme je les appelle, et c'est réellement le cas. À l'intérieur, c'est encore pire, parce qu'à l'intérieur, il y a une illusion qui a été jetée à la face des Mauritaniens, qui est de croire, et en réalité, en partie c'est vrai, on a construit des écoles. Le pouvoir actuel, depuis ces dernières années, a construit beaucoup d'écoles à l'intérieur, mais sans professeurs, où on a construit des écoles dans des lieux où les gens n'avaient pas à manger. J'ai eu à témoigner sur mon blog ou sur mes réseaux sociaux de situations pratiques telles que je les décris là. Et ces habitants-là, eux-mêmes le disent. Nous préférions que nos enfants soient enseignés sous des raïmas, mais avec des instituteurs. D'ailleurs, comme la génération de nos parents qui étaient dans des bâtiments en banco, à même le vent ou sous le banco, mais qui aujourd'hui, pour beaucoup d'entre eux, notamment nos parents, qui sont des cadres de niveau international. Et moi, pareil, je préférais que mon enfant soit enseigné au vent, mais avec une vraie éducation que sous des bâtiments neufs, des lambris dorés et qui servent à remplir les comptes en banque des gens qui ont commandé ces bâtiments-là. Donc, à l'intérieur, c'est la misère. Il y a des écoles, vous avez pu voir certains de mes témoignages, des écoles où ils n'ont pas de livres, ils n'ont pas de bic, si ce n'est le directeur ou des parents plus aisés que d'autres qui achètent des bics. Il n'y a pas de banc, ils sont assis à même le sol. Certains élèves sont abandonnés au soleil, sont obligés d'être au pas de la porte. Ceux qui arrivent à capter quelque chose de l'enseignement public, c'est ceux qui ont des parents derrière eux, ou alors, pour certains, qui peuvent avoir la chance, comme un bout, avoir la chance d'avoir un directeur d'école exceptionnel qui fait des pieds et des mains pour au moins pouvoir subvenir à un extrême minimum d'éducation. Bien. Alors, donc, ça, c'est votre plaidoyer, on le sait, donc le côté journalistique et puis la nécessité de dénoncer ou de présenter les faits ne vous a jamais quitté. Alors, Mamoudou, est-ce qu'on va revenir au journalisme? Ou on l'a jamais quitté? C'est mon souhait. Je le dis tout le temps en privé et en public, dans l'absolu, je n'aimerais être que cela, dans une structure, Le journalisme ne nourrit pas son homme? En Mauritanie, le journalisme ne nourrit pas son homme pour le moment, malheureusement. Mais comme vous le disiez en aparté quand on s'est rencontrés ici, malgré mon statut de consultant, quand je suis en déplacement, j'ai quand même cette casquette-là qui revient, d'où la création de ce blog. Parce qu'en réalité, je ne peux pas m'empêcher d'écrire ou de témoigner. Du coup, en commençant à accumuler, quand j'ai abandonné le journalisme, des articles, je me suis dit que ça serait dommage de ne pas présenter ces témoignages, ces portraits. Du coup, j'ai créé ce blog et aujourd'hui, cette information est présentée gratuitement. Et c'est du journalisme, mais j'aimerais pouvoir vivre de ça. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Bien, donc vous pouvez visiter le blog de Mahmoudou Lamine Kane. Si je me trompe, vous dites, normalement, c'est mosaïquerim.com, c'est ça? .over-blog.com. Donc, c'est un blog, et puis ce blog est très intéressant. Il y a des portraits d'hommes et de femmes mauritaniens, aussi bien connus ou inconnus. Alors, nous arrivons presque à terme de cette émission. C'était Question Directe avec Mahmoudou Lamine Kane, journaliste, mais aussi et surtout aujourd'hui consultant en communication. Nous étions en Question Directe. Maintenant, on va faire la dernière rubrique face caméra. Alors, Mahmoudou, je sais, comme je le disais tantôt, vous avez plusieurs cordes à votre arc. Vous êtes aussi un littéraire, un écrivain, un poète. On est d'accord? Oui. Donc, Mahmoudou Pen, généralement, on dit face caméra à nos invités pour qu'ils disent un mot à l'Afrique, au monde. Peut-être qu'on va vous dire de nous déclamer un poème. Avec plaisir, sauf que je ne connais pas mes poèmes par cœur. Bien sûr. Donc, éventuellement, je peux essayer de le lire le plus naturellement possible. Bien sûr. Là, par contre, il va y avoir 30 secondes de flottement, le temps que j'allume mon téléphone. Je connaissais un seul de mes poèmes qui était lié à ma grand-mère, mais que j'ai oublié. Et en général, c'est comme pour le journalisme, quand j'ai fini d'écrire un poème, je passe... On a des brides.
Oui, en fait, j'écris pour sortir des libérer. choses et une fois que je les ai écrites, je passe à autre chose. Alors, je vais, quitte à le lire, autant lire un des poèmes éponymes de mon avant-dernier recueil, Je suis Légion. Je suis la lèvre écornée, la balafre scintillante de la parole, l'éternelle blessure du verbe. Je suis l'ogre dévoreur de certitudes, le chien de la plaine et de la plèbe, diffuseur des doutes salvateurs. Je suis le furieux, oublié du monde, le noir songe d'une mère libérée, le cri sans fin épuisé de la matrice. Je suis l'élan brisé recroquevillé, la lumière vivante emmurée, hurlement rageur, encore soupir de frustration. Je suis aussi un éternel sourire figé, une main tendue patiente, un poing fermé saignant. Je suis l'enfant calciné dans un corps d'adulte, père éperdu en quête d'innocence. Je suis, encore et toujours, bravant par dépit les cyniques. Je suis toujours l'armée solitaire, errante dans les vallées perdues des souvenirs, arme brandie vers un brumeux futur. Je suis parfois la loque décharnée, gisant sur les marches sanglantes du palais où empereur nous fume. Je suis souvent une grimace figée, un muet serein devant les bouffons de la foi destructrice. Je suis l'outre percé aux pensées gercées, l'antre noir au fond des cœurs, bercé pour endormir les fougues destructrices. Je suis entre autres le lâche lors de choix difficiles, l'intentionné sur le chemin des enfers. Je suis la pierre ambrée, 2 fois millénaire, parcourant, brusquant la mémoire des nerfs à tonnes. Je suis le las aux yeux rougis, par les interminables veillées, à mirer les reflets multicolores et sanglants des avenirs possibles. Je suis l'impulsif maîtrisé, au seuil d'une folie entravée, solidement par ce bout de ton temps qui envahit tout mon crépuscule. Je suis un éclair d'orgueil dans un temps de chien. Je serai dans un parterre de cercueils disséminés tels des mie de pain. Je suis entièrement la lave en fusion, sous des calmes eaux en apparence, l'illusion du zen gravée sur la pente d'un volcan endormi. Je suis de tous ces êtres, de tout cela, qui restera-t-il? À peine le temps de le formuler que l'oubli déjà tout enseveli. Voilà, Seydou Diallo. Alors, lui, c'est Mamadou Lamine Kane, et on espère que l'oubli ne va pas tout ensevelir. Merci, chers internautes. C'était votre émission Le Format du Web. Alors, comme on a l'habitude de le dire, merci de nous avoir consacré un peu de votre temps pour comprendre des choses importantes. Nous espérons vous revoir très bientôt. Comme j'avais l'habitude de le dire, aimez, partagez et likez. Au revoir.